Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en changer le cours. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Et connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. Vous écoutez L'effet papillon, quand l'histoire bascule, Confucius et la pensée chinoise. 551 avant notre ère, région de Lu en Chine antique. Confucius naît dans une famille modeste. 57 ans plus tard, Confucius, alors ministre de la Justice, démissionne d'un gouvernement corrompu. Au IIIe siècle de notre ère, ses disciples achèvent la rédaction des Entretiens. Ils immortalisent ainsi sa pensée. Ces trois événements, intimement liés, sont des éléments fondateurs de la psychologie chinoise. Leurs effets influencent le monde depuis 2500 ans. La Chine est l'un des plus vieux pays du monde. Elle a traversé des millénaires, a vu naître et disparaître des empires colossaux, a connu des invasions de barbares déferlant du nord et d'Européens venant de la mer. Son origine est si ancienne qu'elle se perd dans la brume du passé. Les antiques chroniques se sont effacées au fil des siècles. Et pourtant, la Chine est toujours là, plus présente que jamais, et semble être partie à la conquête du monde. Notre histoire prend place il y a plus de 2500 ans. Un monde où l'Empire romain n'existe pas, où Alexandre le Grand n'a pas encore vu le jour, où le mot Chine lui-même n'a jamais été prononcé. C'est l'époque des légendes, des grands penseurs et des armes en bronze. Dans cette région du globe, située entre le fleuve Jaune et le fleuve Bleu, l'être humain est présent depuis des temps immémoriaux. Profitant de l'eau abondante et des grandes plaines fertiles, la civilisation a pu prendre pied et se maintenir. Massée autour des fleuves, la population de plus en plus nombreuse a dû rapidement, comme en Égypte ou en Mésopotamie, s'organiser et se hiérarchiser. Au fil du temps se sont succédés royaumes, empires et guerres. À l'époque qui nous intéresse, la situation politique est très particulière. Partagée en presque 200 petits États plus ou moins indépendants, la Chine connaît un fonctionnement politique qui ressemble à celui qu'a connu l'Occident au Moyen-Âge. La rivalité entre les États est forte et les guerres locales entre seigneurs ne sont pas rares. Au centre, la fleur centrale, regroupement d'États plus petits, est le cœur du pouvoir. Elle travaille quotidiennement à maintenir le statu quo. Techniquement, le pays n'est pas en guerre civile, mais la situation peut être qualifiée de fragile. Cette époque particulière est connue sous le nom de période des printemps et automnes. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements, les modifier pour réécrire l'histoire à l'infini. Par exemple, retournons dans notre lointain passé explorer les premiers pas de la civilisation. La Chine est un berceau civilisationnel, mais pas le seul. Au commencement de l'humanité, il n'y avait que des tribus éparses vivant de chasse et de cueillette. En découvrant l'agriculture, l'homme s'est non seulement sédentarisé, mais s'est aussi rapproché des sources d'eau importantes. Plus il y avait d'eau, plus il y avait d'hommes. Rassemblés autour de grands fleuves comme le Nil, l'Euphrate, le Tigre ou le fleuve Jaune, les hommes ont été obligés de s'organiser pour gérer l'utilisation de la terre et de l'eau.
Ainsi sont nées les premières villes, les premières administrations, les premiers États organisés. Les champs se sont mis à produire suffisamment pour faire des réserves. Une part de la population a pu se spécialiser dans la guerre, d'autres dans l'art, dans la science ou l'administration. Il ne s'agissait alors plus seulement de survivre, mais aussi de construire, d'évoluer, d'apprendre. De la nécessité de vivre ensemble sont nées les premières grandes civilisations, mais aussi les premiers grands conflits. La Chine, qui ne porte pas encore ce nom, est divisée en une multitude d'États tous très différents les uns des autres. Certains ont la chance d'être gouvernés par des seigneurs éclairés. D'autres subissent le joug de cruels despotes. La plupart connaissent un subtil mélange des deux. C'est dans l'une de ces provinces, aux abords du fleuve Jaune, que commence notre histoire. En ce jour de septembre 551 avant notre ère, il y a plus de 2 millénaires, naît Qiu de la famille Kong. Bien des siècles plus tard, son nom christianisé sera connu de partout en Occident sous la forme Confucius. À l'âge de 19 ans, il choisit la voie de l'administration et devient intendant des greniers de sa région, puis gravit progressivement les échelons jusqu'à devenir ministre des Travaux publics. Confucius est un administrateur né. Il est juste, droit, honnête et rigoureux. Pour lui, la politique ne sert pas au profit personnel, mais à améliorer la vie des gens. C'est un homme d'État. Ses succès et réussites lui valent forcément la jalousie et l'hostilité de fonctionnaires moins talentueux ou moins honnêtes. Tout au long de sa vie, il verra se monter contre lui des manipulations et des conspirations qui iront même jusqu'à des tentatives d'assassinat. Son incapacité à y faire face est preuve de son intégrité. Si on ne veut plus de lui, il préfère partir, apporter ses conseils ailleurs, plutôt que de rentrer dans des manœuvres politiques déshonorantes. Comme tout homme totalement intègre, il va de déception en frustration. Son aspiration à créer le gouvernement idéal devient une quête. Son but est de trouver un souverain capable de l'écouter. Les hommes changent difficilement. Confucius s'est opposé toute sa vie à la corruption, aux ambitions personnelles et aux manœuvres politiques. Il a vécu à une époque où les élites avaient plus d'intérêt pour leurs biens personnels que pour les institutions qu'ils dirigeaient. Qu'en est-il de nos jours ? Imaginons à notre époque un homme de la sagesse de Confucius qui, voyageant de pays en pays, rendrait visite à chaque dirigeant pour lui conseiller comment gouverner son pays. Au président des États-Unis, il proposerait une politique extérieure, au gouvernement chinois, son point de vue sur la liberté des médias. Comment serait-il reçu ? Quel président l'écouterait et mettrait réellement en pratique ses conseils ? Il y a fort à parier que cette visite resterait purement symbolique et ne serait suivie d'aucun effet. Pourtant, un homme d'État est censé être au service des autres et voir l'intérêt de tous avant le sien. À travers les âges, au fil des millénaires, l'être humain a toujours eu les mêmes besoins. S'alimenter, trouver un endroit où dormir, protéger les siens. Ces besoins fondamentaux le poussent à réagir d'une certaine façon, de préférer sa survie à celle des autres. Si l'on prend un homme du XXIe siècle et qu'on le place en pleine préhistoire, il retrouvera très certainement des comportements tribaux et luttera pour sa survie et sa reproduction. L'instinct de survie est inné, même chez l'homme le plus civilisé. Croire en l'homme, voilà le credo de Confucius.
L'être humain le fascine. Il le croit bon de nature et est convaincu de sa capacité à se perfectionner. Il insiste particulièrement sur la valeur de l'éducation. Alors il voyage beaucoup, parcourt les provinces pour conseiller les princes, leur donner les recettes d'un bon gouvernement en espérant être écouté. Peu à peu, au fil de ses expériences, il élabore une sorte de code moral, de ligne de conduite. S'inspirant des traditions ancestrales, Confucius en fait une règle de vie qu'il n'hésite pas à enseigner. Très vite, il rassemble autour de lui des disciples qui l'écoutent et participent à la propagation de ses idées. Progressivement, l'administrateur promu conseiller des princes devient penseur. Mais c'est alors qu'il est ministre de la Justice dans la province de Lu que va se dérouler un événement majeur de sa vie. Son administration apporte, comme toujours, stabilité, moralité et enrichissement. Jalouse, la province voisine s'en inquiète et monte un stratagème pour l'éliminer. Connaissant la réputation d'incorruptibilité du conseiller, ses dirigeants décident alors d'offrir 80 des plus jolies filles du pays au souverain de Lu, qui, pendant des jours entiers, en oublie ses devoirs. Écœuré et déçu, Confucius, ministre de la Justice de la province de Lu, fait le choix radical de démissionner et de partir sur les routes. C'est le point de départ de 14 années d'errance au cours desquelles Confucius enseignera à ses nombreux disciples son code de conduite. On donnera à ce code, écrit et rassemblé dans des recueils par ses disciples, le nom de confucianisme. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire, où le monde bascule d'un côté ou de l'autre. Déçu par l'attitude de son seigneur, Confucius choisit de démissionner d'un poste important pour partir sur les routes. Il choisit d'être fidèle à ses idées. À 57 ans, c'est une décision majeure prise par un homme mûr. Il s'agit indiscutablement d'un tournant dans la vie du conseiller. Que se serait-il passé si Confucius était resté à la cour de Lu, s'il avait mis de côté ses valeurs, s'il s'était résigné? Frustré, le grand penseur serait peut-être rentré en disgrâce. Pire encore, le voyant s'accrocher à son poste, ses adversaires auraient pu choisir une méthode plus radicale pour l'évincer. N'étant plus là pour les défendre et les transmettre, ses idées seraient certainement retombées dans l'oubli. La Chine d'aujourd'hui en serait profondément modifiée. Imaginons une Chine où le sens de la collectivité, comme le voulait Confucius, laisserait la place à l'individualisme, où l'importance serait donnée à la personne et non à l'unité de l'État. Morcelée en une multitude de petits royaumes en concurrence les uns avec les autres, la Chine elle-même n'aurait peut-être jamais vu le jour. Cette région du globe aurait pu ressembler à l'Europe de la Renaissance, une mosaïque de royaumes indépendants en compétition les uns avec les autres. Comme l'Espagne en 1492, certains royaumes se seraient peut-être tournés vers l'extérieur et seraient partis à la découverte du monde. Espérant découvrir une nouvelle route commerciale, les explorateurs auraient traversé l'océan Pacifique et seraient tombés sur un obstacle de taille, l'Amérique. Les Incas auraient connu des conquistadors chinois. Les Apaches auraient fait face à des pionniers asiatiques. La vertu est à la portée de tous. Confucius en est convaincu. Sa pensée est une philosophie humaniste. L'homme n'est ni bon ni mauvais de nature, c'est à lui qu'appartient le choix de sa vie. Grâce à l'enseignement, celui-ci peut arriver à mettre de côté ses défauts et à cultiver ses points forts. Mais pour le penseur, l'éducation ne doit pas s'arrêter au livre. Il faut aussi développer ses aptitudes au contact de l'expérience et de la vie.
se borner à engloutir des connaissances ne suffit pas. Un prince idéal est un prince vertueux. Pour gouverner, il n'a pas besoin de violence ou de peine de mort. Il lui suffit de montrer l'exemple et le peuple imitera. Un dirigeant qui ne sait pas se gouverner lui-même ne peut pas gouverner les autres. Mais l'éducation ne suffit pas. L'être humain a également besoin de respecter une autre valeur fondamentale, l'amour et le respect inconditionnel envers les parents, la famille. Dans un cadre politique, ce respect devient une soumission et un dévouement absolu au prince, au roi ou à l'empereur. Cette notion de filiation que Confucius place au cœur de toute relation humaine est la clé de voûte de toutes ses réflexions et influencera la Chine pour les 2000 ans à venir. Après la mort du maître, cet enseignement sera consigné par écrit dans un recueil appelé « Les Entretiens » qui a survécu jusqu'à nos jours. Les idées sont plus puissantes que les armes. Qu'est-ce que le confucianisme? Une religion? Une philosophie? Les définitions mêmes des deux termes sont difficiles à clarifier. Il existe à travers le monde et le temps une variété telle que les limites sont floues. Pour le confucianisme, le mot le plus approprié est celui de pensée, un enseignement plutôt que des croyances. Le confucianisme n'appelle pas à croire, il donne des conseils et une marche à suivre, une méthode. Il coexistera sur le même territoire que le taoïsme et le bouddhisme. La cohabitation même des trois spiritualités prouve leur tolérance mutuelle. Cependant, cette spiritualité inspirée d'un maître n'est pas une exclusivité chinoise. Sensiblement à la même époque, en Grèce antique, Socrate enseigne lui aussi à ses élèves. Tout comme Confucius, il n'écrit pas de livre lui-même et ses pensées sont transmises par ses disciples. Les deux penseurs étaient en quête d'une société plus juste et ont exercé une influence gigantesque sur leurs civilisations respectives. Ces idées, pensées et croyances ont modelé notre façon de voir le monde, d'appréhender la vie et de considérer la mort. Pourtant, il ne s'agissait que de mots, que de quelques phrases prononcées au bord d'un chemin ou sous un arbre. Sans Socrate et Confucius, mais aussi sans Bouddha, Lao Tse ou encore les philosophes des Lumières, le monde serait radicalement différent, en bien comme en mal. Pendant près de 2000 ans, les réflexions de Confucius sont un pilier fondamental de la société chinoise. Enseigné aux enfants, imposé aux cadres administratifs, personne ne peut prétendre à un poste important s'il n'a pas étudié les travaux du maître. Un véritable succès pour les idées du penseur. Mais, ironiquement, comme souvent, cette reconnaissance ne s'est pas faite de son vivant. Écouter, respecter, montrer un exemple. Il n'est cependant jamais vraiment suivi. Aucun des grands princes qu'il conseille ne met en pratique ses idées. Tous prennent dans ses enseignements ce qui les arrange, mais en délaissent le reste. Ainsi, l'importance donnée au respect du père et du seigneur est largement repris et amplifiée par les rois et empereurs qui suivent. Les souverains voient d'un œil intéressé cette philosophie mettant en avant le respect de l'autorité et l'obéissance aveugle. Le travail sur soi, l'éducation et la pratique de la vertu plus contraignante et moins respectée. Mort à l'âge de 72 ans, il fut enterré par ses 72 premiers disciples sous un simple tumulus de terre couvert d'herbe.
Aujourd'hui, cette sobre sépulture est entourée par celle de ses fils et petits-fils, et ce sur 76 générations, ce qui constitue le plus vaste cimetière privé du monde, avec pas loin de 200 000 descendants du maître. Le confucianisme est la colonne vertébrale de la pensée chinoise. Du moins, jusqu'en 1860. À partir de cette date, les élites chinoises se rendent compte du retard de leur pays sur le monde occidental et attribuent la faute au confucianisme poussiéreux. Commence alors un lent processus de déconstruction de la pensée millénaire. En 1949, à l'issue de la guerre civile, les communistes de Mao prennent le pouvoir et lancent la grande révolution prolétarienne. L'objectif ? Éradiquer les vestiges de la société traditionnelle et la pensée confucéenne. Pendant 10 ans, tout sera fait pour effacer le grand maître des mémoires. Rien n'y fera. Les années 1980 verront sa réhabilitation pour les mêmes raisons que les empereurs Han des siècles plus tôt. Le respect absolu de l'autorité, utile en temps de crise. Aujourd'hui en vogue, mise en avant par les dirigeants, les idées de Confucius ont de nouveau le vent en poupe. Mais Confucius reconnaîtrait-il sa pensée aujourd'hui ? Ceci est une autre histoire. Les idées ne meurent pas facilement. Une idée, cette petite étincelle, aussi infime et fragile soit-elle, peut déstabiliser un royaume ou abattre un empire. La religion chrétienne a bouleversé l'Empire romain. Les Lumières ont révolutionné l'Occident. Le confucianisme a façonné la Chine. En bien comme en mal, les idées se développent au contact des êtres humains. Plus ils sont nombreux, plus elles vont vite, comme une traînée de poudre. À travers les siècles, nombreuses sont les personnes ayant voulu modifier une idée, la détourner à leur compte ou encore la détruire. Et les armes ne manquent pas. Manipulation d'opinion, destruction de monuments, autodafé d'œuvres, interdiction d'enseignement, exécution de penseurs, persécution, massacre de population. Tous les moyens sont bons pour empêcher une idée indésirable de se répandre. Le confucianisme a été combattu pendant près de 100 ans. Les autorités ont voulu l'effacer des mémoires, le faire disparaître. Mais on ne se débarrasse pas de 2500 ans d'histoire en brûlant quelques livres. Après avoir été érigé en exemple, Confucius a été combattu. Mais il est impossible d'empêcher un être humain de penser ce qu'il veut. Notre conscience nous appartient. Notre mémoire est notre trésor. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Vous venez d'écouter L'effet papillon quand l'histoire bascule. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. L'effet papillon quand l'histoire bascule est une série de podcasts coproduite par Initial Studio, Madfilm et Triary Prod, adaptée de la série documentaire audiovisuelle Point de repère, coproduite par Madfilm et Triary Prod, créée par Pierre Lergenmüller et Jean Marr, et écrite et réalisée par Pierre Lergenmüller, avec les voix de Michel Roy et Karine Pinotto. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.